Il entrevoit le dialogue inclusif et la démocratie, deux éléments fondamentaux à construire, estime la haute autorité de la communication. La participation des médias est vivement sollicitée. Cette initiative présidentielle à Kankan, construction de 12 km d'autoroute 2x2 voies. Les travaux se poursuivent. Le taux de réalisation est estimé à 41%. Sur le site, une mission conjointe fait le constat. Sécurité de l'Afrique. La conférence internationale est ouverte au Rwanda. Plus de 600 délégués participent, parmi lesquels les chefs d'état-major et les services de renseignement. Objectif, trouver solution aux défis sécuritaires du continent. C'est tout pour le sommaire. Débat sur l'avenir de la presse en Guinée. Un forum a lieu pour la première fois. Il porte sur la construction d'un dialogue inclusif et d'une nation démocratique. La participation des médias est vivement sollicitée. La haute autorité de la communication pilote les travaux. La cérémonie est présidée par le Premier ministre, chef de gouvernement. Ousmane Bangoura, compte rendu. C'est un forum sur l'avenir de la presse en Guinée, une initiative de la haute autorité de la communication, présidée par le Premier ministre chef de gouvernement, en présence du président du CNT, Dr Dansa Kourouma, les membres du CNRD et les représentants des organes de régulation de presse venus du Maroc, du Mali, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Dans la construction d'une société pacifique et démocratique, la presse joue un rôle fondamental en s'appuyant sur des valeurs de tolérance, de justice et de respect des droits humains. Nous devons assainir nos rangs pour nous faire respecter, pour nous faire écouter, pour nous faire entendre. Et je suis convaincu, si des entreprises de presse sont régulièrement établies, si des journalistes exercent en toute responsabilité leur profession, je n'ai aucun doute que les autorités que je connais vont les soutenir, vont les appuyer. Je n'ai aucun doute. Et d'ailleurs, je n'ai aucun doute que les doléances que les associations de presse et le syndicat porteront à l'attention des autorités seront examinées avec bienveillance. Cet échange entre professionnels des médias est essentiel pour une couverture médiatique transparente et pédagogique tout en favorisant l'adhésion et la participation des citoyens. Les défis que rencontre la presse, nous le constatons, sont immenses. Pour que la presse puisse continuer à jouer efficacement son rôle dans nos sociétés, il est essentiel pour les régulateurs, institutions étatiques, sociétés civiles, de créer un environnement propice à son épanouissement. Ce forum nous en donne l'occasion. Pour cela, aucune contribution ne sera de trop. Bien au contraire, toutes participeront à la construction de cette presse libre, indépendante et responsable que nous appelons tous de nos voeux. Vous nous permettrez d'entretenir l'espoir qu'à la faveur de la présente transition, cette habitude si heureuse soit poursuivie sous les bons offices du général Mamadi Doumbouya, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Qui d'ailleurs, à sa juste valeur, c'est le lieu de le souligner, a bien voulu mettre à la disposition de la presse nationale, pas qu'une maison de la presse, mais des maisons de la presse sur l'ensemble du territoire. Qu'il en soit remercié. Le ton donc vient d'être imprimé, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication, Mesdames et Messieurs les commissaires de la HAC, aux professionnels des médias de se saisir l'occasion, sous la bienveillance de toutes ces personnalités venues leur apporter un précieux concours. Les instances doivent être dynamiques et efficaces pour veiller à l'éthique et adopter des chartes de déontologie afin de s'autoréguler et renforcer la confiance du public. Ce forum est non seulement une tribune d'échange, mais davantage un acte décisif de refondation
car pointer les projecteurs sur l'avenir de la presse en République de Guinée, c'est s'interroger sur notre rapport avec la liberté, la vérité et l'état de droit, avec l'objectif d'affirmer et de bâtir la volonté collective de jeter les bases d'une presse libre, responsable, indépendante, professionnelle et résolument tournée vers le développement et la consolidation du vivre ensemble. Mesdames et messieurs, la presse guinéenne, comme les autres maillons de la société guinéenne, a connu un parcours souvent escapé, marqué par des ruptures, des résistances, des incompréhensions, mais aussi par des avancées majeures. De l'époque coloniale à nos jours, l'histoire des médias en République de Guinée, comme vous le faites remarquer dans l'environnement que vous décrivez si bien dans les termes de référence du présent forum, est intimement liée à l'évolution politique de la nation guinéenne. Le gouvernement met tout en œuvre pour créer des conditions d'un écosystème médiatique libre et responsable au service de la paix durable et de l'édification démocratique. La refondation, fondamentalement, puisque c'est le maître mot du sermon du président de la République et du CNRD. Refonder. Pourquoi refonder? Parce que la Guinée ne pouvait plus évoluer avec les anciennes pratiques, parce que son avenir allait être totalement plombé, quel que soit le domaine où nous allions jeter le regard, dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine institutionnel, au niveau des valeurs, au niveau même de ce qui doit être le lien entre l'ensemble des citoyens. On ne pouvait plus continuer par le passé. Et c'est la réalité qui nous l'a imposé, d'où nécessairement la transition qui est intervenue à partir de 2021. Pour ceux qui étaient des observateurs avertis de l'évolution de la société guinéenne, savaient que ça allait venir. D'où actuellement, on peut s'en féliciter. Il y a un climat d'apaisement qui est perceptible. Il y a un climat d'acceptation qui est constaté. Il y a aussi des réalités nouvelles qui émergent, qui font qu'à un moment donné, ceux qui voulaient prendre la totalité de l'espace médiatique, en estimant que c'est eux seuls, cette réalité est changée aujourd'hui. Lorsque vous êtes à la tête d'une entreprise, que ce soit une entreprise économique ou une entreprise de presse, vous ne devez pas utiliser cette entreprise pour vos propres intérêts personnels stricto sensu, mais vous devez mettre en avant votre responsabilité de dirigeant d'entreprise avec la prise en compte que dans l'entreprise, des hommes et des femmes vivent du fait que cette entreprise est en activité. Cette réalité ne nous échappe guère. Mais c'est la nécessité, dans le cadre des dynamiques de refondation, d'amener l'ensemble des acteurs de la société de ce pays, en toute chose, de mettre en avant la notion de responsabilité. Durant 3 jours, plusieurs thématiques sont à développer par des professionnels des médias afin de construire une presse responsable et citoyenne. La cérémonie est marquée par la remise officielle des cartes professionnelles à des hommes des médias, édition 2025, histoire de faciliter leur accès à des informations.
Pendant ce temps, soutien du chef de l'État, les braves dames de Conakry se déterminent sans ambiguïté porter le général Mamadi Doumbouya à la magistrature suprême à la suite de la prochaine élection présidentielle. Un pagne symbolique en signe d'affection témoigne ce choix. C'est aux allures de slogan favorable à l'homme du 5 septembre. Makemedunzo. C'est une foule en effervescence. Du boulevard Teli Diallo en passant par Mankepa jusqu'à Sékou Touréa, les femmes venant de partout à Conakry s'engagent à soutenir le président de la République, général Mamadi Doumbouya. Cette affirmation est démontrée par un geste traditionnel pratiqué dans toutes les cultures dans notre pays. Un pagne confectionné par les mains expertes des femmes dignitaires de Guinée pour porter le président avec sécurité comme une mère protectrice. Bambadougi, un pagne pour mettre le président au dos est remis officiellement au général Amara Kamara et sa suite. Ce moment grandiose rassure les émissaires du général refondateur Mamadi Doumbouya à suivre le chemin déjà balisé depuis le 5 septembre pour le bien du peuple. Général Mamadi Doumbouya. Alors, il y a un laïc qui est et il y a un général Mamadi Doumbouya a fait un moment dunia anu lagara. Naranda Girani, il y a une initiative à Oragi, Naranda Rabato, et Wama, président Mamadi Doumbouya, Rabadouni, Fofé Ayira. Alors, on a amassé les gars. Et là, il y a un tout le monde. Et on a Samali. Nous avons une nouvelle santé. Nous avons une nouvelle autant que les membres de l'Anse de Tongarabaï. Ça fait rapide. Nous n'avons pas rapide. Parce que les rassemblements à Moukamalé. Alors, les rassemblements à Kamalé. Maya Mouama. Gounoual dans sa vie, dit initiative là. Mengue, ana ombir nambe, mais ana Guinée n'enfambe. Maya, mouaji taoumanawara. Galati, afamu, di yamanara bouloma, amatu sama. Cette mobilisation est une façon pour les femmes de Conakry de remercier le président de la République pour les actions déjà réalisées en faveur des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables. Et puis cette priorité gouvernementale du moment, un peu plus loin dans la préfecture de Mali, les populations reçoivent une équipe du ministère de l'Information et de la Communication. La mission sensibilise les citoyens sur l'enrôlement biométrique. L'une des attentes demeure la participation massive pour le succès des opérations. Sarafdine Diallo, Maïmouna Bella Diallo. Le recensement biométrique, acte de souveraineté et pilier du retour à l'ordre constitutionnel, mobilise les autorités guinéennes. À Mali, dans la région de l'Abbé, une mission conduite par le secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication va à la rencontre des populations pour expliquer les enjeux de l'enrôlement et encourager la participation. Le représentant du préfet salue la mission, mentionnant l'arrivée de nouvelles fiches d'identification et la sensibilisation menée dans les écoles de Mali Centre. Sur leur propre initiative, ont mobilisé des fonds pour nous envoyer un nombre de documents très importants, les fiches d'inscription, qui très souvent manquent dans les bureaux de recensement et qui freinent l'élan du recensement. Donc, ils nous ont envoyé près de 70 000 fiches de recensement et que nous allons repartir entre les 14 communes que compte la préfecture de Mali.
Nous sommes très contents que vous veniez nous appuyer. Nous, dans nos sermons et cérémonies sociales, nous faisons le mieux pour passer le message à l'avantage de Mali. Pour Souleymane Tiangelba, la réussite du PNRAVEC passe par l'adhésion de tous, notables, femmes, jeunes. Une mobilisation communautaire jugée cruciale. C'est d'inviter toutes les personnes importantes qui peuvent réellement s'impliquer, soit au niveau des mosquées, soit au niveau des cérémonies sociales, pour que chacun cherche à parler à l'autre et inviter les gens à aller se faire recenser. Partout où nous sommes passés, lorsque nous avons posé la question, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de frères et de sœurs qui sont recensés. Donc nous retournons à Conakry avec un grand sentiment de satisfaction, mais aussi pour savoir que à partir du moment où il reste encore quelques-uns, nous allons nous battre, contribuer à faire en sorte que ceux-ci puissent être recensés pour que Mali reprenne sa place, pour que Mali soit une préfecture puissante puisqu'elle l'est déjà. De Dougountouni à Mali Centre, en passant par Fougou et Yembere, la délégation a enchaîné les étapes. Sur place, elle a inspecté plusieurs centres d'enrôlement. L'enjeu, s'assurer du bon déroulement des opérations dans cette préfecture nichée au pont du Mont Loura. À Cancan, construction de 12 km d'autoroute 2 fois 2 voies. Depuis septembre 2024, les machines résonnent sur le chantier. On estime à 41% le niveau d'exécution. Une seule question maintenant, le rythme est-il satisfaisant? Une mission conjointe est sur le site. La suite avec Mamadi Tarnaka Misoko. Cancan portera à jamais la marque de l'homme du 5 septembre 2021, le général Mamadi Doumbouya. Le projet d'autoroute de 12 km en cours de réalisation viendra changer qualitativement le paysage urbain de la deuxième capitale du pays. Sur le terrain, une mission de contrôle bureau de stratégie des priorités présidentielles, administration générale des grands projets, AGEROUTE, mission de contrôle et partenaire de Henan Chine évalue le chantier. Nous avons exécuté les DALO à 100%. Les assainissements qui sont principalement constitués de caniveaux 80 sur 80 sur la voie principale sont exécutés à 85%. Là, vous voyez, là où nous sommes présentement, nous avons la mise en œuvre de la couche de base en GNT. Elle est exécutée aujourd'hui à hauteur de 33%. Et la couche de fondation en latérite sélectionnée est exécutée à 40%. En termes d'exécution globale du projet aujourd'hui, nous sommes à 41%. Un tour à la base vie auprès des centrales de concassage et au niveau du trottoir avec la pose des caniveaux a permis à la mission conjointe de mesurer l'ampleur des travaux. C'est un projet de 12 km. Nous voulons au moins exécuter jusqu'à la couche de liaison, c'est-à-dire en grand bitume, sur au moins les 5 premiers kilomètres. C'est notre objectif. Et pendant la saison pluvieuse aussi, les travaux ne vont pas s'arrêter définitivement. Il y aura des équipes d'astreinte pour continuer sur certains travaux en temps masqué. Financé sur fonds propres par le ministère des Infrastructures et des Travaux publics à travers l'Agence de gestion des routes, la réalisation de cette autoroute obéit à l'ambitieux projet de modernisation des infrastructures routières et à la vision du programme Simandou 2040 du chef de l'État. Le BSPP aujourd'hui ici avec l'AGEROUTE, le ministère des Infrastructures et la CGP pour faire le suivi de l'avancement de ce projet. Et les travaux avancent dans de bonnes conditions et nous sommes là pour non seulement assister mais aussi faciliter le suivi. Pour maintenir la cadence des travaux, la mission conjointe a eu une séance de travail avec l'équipe de l'entreprise Henan Chine. Des difficultés liées à l'approvisionnement en pétrole, en granit dans la région sont évoquées. L'autre problème, et non des moindres, est lié au déplacement d'une partie du réseau de la SEG et de la fibre optique. On s'intéresse à présent à cette politique de décentralisation orchestrée par le ministère du Plan. Toutes les communes auront bientôt un siège. C'est la municipalité de Kassa qui ouvre le bal. Officiellement, les travaux de construction sont lancés. Yaya Silla. La traversée en mer vers la commune urbaine de Kassa est devenue un plaisir pour de nombreux passagers et même pour le ministre du Plan et de la Coopération internationale venu présider le lancement officiel de la construction des directions communales du Plan à Kassa.
Cette cérémonie marque le début des travaux de construction de tous les sièges du plan dans les communes urbaines de Guinée. Nous venons aujourd'hui pour célébrer la pose de la première pierre de la direction communale du plan de Kassa, qui fait office, parce que l'objectif du chef de l'État, c'est de ramener le gouvernement au service déconcentré. Et pourquoi Kassa? Tout un symbole pour dire que nos îles deviennent désormais un élément extrêmement important dans le développement socio-économique durable, responsable pour la Guinée. Rapprocher les administrés aux populations est l'objectif de cette démarche du ministère du Plan. La commune urbaine de Kassa bénéficie depuis le 5 septembre d'un important investissement dans les infrastructures publiques. Ce projet comprend principalement un bâtiment principal de R+1 et 2 blocs latrines, le logement du directeur et le logement du gardien et un réfectoire. Donc globalement, le délai contractuel est de 12 mois. Les insulaires ne cessent de remercier le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général Mamadi Doumbouya, pour le souci majeur et qu'il porte sur les îles de l'Os pour leur vision inlassable pour le développement socio-économique de la Guinée et plus particulièrement l'archipel des îles de l'Os. La commune urbaine de Kassa s'étend sur une superficie de 1240 km². Depuis le début de l'opération de recensement, les deux îles Tamara et Kassa sont à pied d'œuvre pour finir l'opération le plus tôt possible. Développement local, toujours un changement qualitatif est espéré à Ratoma, de nouvelles infrastructures publiques en faveur des populations. C'est pour bientôt. L'ANAFIC a mis la main à la poche. On assiste à des poses de première pierre. Près de 10 micro-projets, tenez bien, sont à réaliser. Moussa Bangoura. Ratoma dans l'élan du développement. 3 micro-projets d'intérêt public viennent d'être lancés. À l'école primaire de Taouya, c'est un bloc latrine de 11 cabines qui va être réalisé pour protéger la santé des enfants. C'est des toilettes dans une école. Donc nous allons mener tous nos efforts pour vraiment réaliser cette infrastructure, la rendre sur une durabilité souhaitée. Plus loin, à Kaporo, c'est un bâtiment de R+2 qui va bientôt sortir de terre. L'infrastructure va servir de centre de santé pour mieux servir les besoins sanitaires de la communauté. C'est un projet de R+2. Au rez-de-chaussée, nous avons 2 bureaux, 2 toilettes, une salle de réception, une terrasse et la cage d'escalier. Le premier étage est identique au rez-de-chaussée. Au deuxième étage, nous avons 3 bureaux, 2 toilettes et la cage d'escalier. À Ratoma Centre, ce sont les travaux de pavage de rue qui sont annoncés pour désenclaver le quartier. Une urée de 350 mètres linéaires. Il s'agit spécifiquement des travaux de terrassement, de remblai des blés, tout ce qui est terrassement, et puis la pose de bordure, les 2 côtés, et mettre les pavés. Et puis les pavés de 11 cm d'épaisseur. Nous avons fait 3 quartiers, 3 sites. Notre centre de santé va bénéficier d'un élargissement en construisant une nouvelle édifice qui va avoir 2 niveaux d'étage pour permettre désormais à nos citoyens, à nos habitants d'être bien servis. Grâce à la vision de notre président de la République, notre champion, le général Mamadi Doumbouya, nous travaillons dans la communauté. Désormais, le pouvoir décentralisé est effectif. Le financement est assuré par l'ANAFIC et le délai d'exécution est de 6 mois. Infrastructure, place aux équipements de travail dans les entreprises. Le financement, l'acquisition et l'assurance suscitent des réflexions. La solution pourrait sortir de la rencontre de Conakry. Des panels sont animés par des experts. Finalité recherchée, faciliter l'obtention des matériels. Moussa Kouyaté. C'est une rencontre d'échange entre la compagnie guinéenne d'équipement, des promoteurs miniers et d'autres acteurs évoluant dans le domaine des infrastructures. Il a été surtout question d'explorer des voies et moyens dans le cadre de l'obtention des équipements sans difficulté majeure.
Ce que nous recherchons véritablement, c'est de créer un cadre d'échange permettant aux acteurs du secteur privé, en manque d'équipement, de pouvoir mieux s'équiper. Aujourd'hui, il est important de retenir que beaucoup d'acteurs du secteur privé rencontrent énormément de défis pour pouvoir justement acquisitionner des équipements. Il est important de préciser que soit c'est cher, les importations sont assez difficiles ou les fournisseurs ne sont pas trouvables. Donc ce cadre d'échange permet justement aux acteurs du secteur privé présents aujourd'hui à cet événement de pouvoir se dire que non mais tiens, voici aujourd'hui les dispositions que l'État a prises pour nous, voici les fournisseurs qui sont installés dans notre pays. Et de l'autre côté, voici également les assurances, les banques qui peuvent nous accompagner dans le déploiement et l'acquisition des différents équipements. C'est ça justement le but. Des panels liés aux méthodes de financement ou l'assurance des équipements ont été animés par des experts en présence des responsables du ministère des Mines et de la Géologie. Le rôle principal, c'est en fait de protéger l'assuré et son patrimoine contre les événements et qui pourront éventuellement venir. Donc si vous avez une activité et que vous n'assurez pas de l'acheminement, ou bien en fait que si vous êtes un minier et que en fait l'activité minière n'est pas en fait assurée, je pense qu'en fait vous n'allez pas ça on le souhaite pas, mais que si vous avez en fait des événements comme l'incendie ou bien les bris sur les machines, vous risquez encore de débourser des montants colossaux. Quiconque parle aujourd'hui des équipements dans notre pays parle des grands projets d'investissement qu'on a dans le secteur des mines. Pas seulement dans le secteur des mines, mais dans tous les secteurs aujourd'hui de développement et des infrastructures. De s'approcher aussi de la bourse de sous-traitance, où vous avez une plateforme qui permet à toutes les sociétés qui sont dans le secteur des équipements de s'inscrire et de partager leur expérience. Les responsables de la compagnie guinéenne d'équipement promettent de travailler avec tous les acteurs afin de faciliter l'acquisition des matériels indispensables dans la réalisation des projets de grande envergure. Sécurité de l'Afrique, ouverture de la conférence internationale. Je vous le disais à l'entame, ça se passe à Kigali au Rwanda. Plus de 600 délégués ont répondu à l'invitation, parmi lesquels les chefs d'état-major et les services de renseignement. Il est essentiellement question de trouver solution aux défis sécuritaires du continent. Karim Kamara, carnet de voyage. Depuis 3 jours, tous les pays du continent africain ont débarqué au pays des 1000 collines. Le compte à rebours est enclenché pour que l'Afrique puisse désormais prendre en main un autre pan de son destin. Il s'agit de faire face à jamais aux défis sécuritaires, notamment le terrorisme et les crimes organisés auxquels le continent est confronté. L'initiative est portée par la Conférence internationale sur la sécurité en Afrique, ISCA, dont le siège est à Kigali. ISCA est donc porté sur les fonds baptismaux quant aux questions de sécurité en Afrique. La Guinée, étant l'un des pays invités, estime que ce forum arrive dans un contexte marqué par le raffermissement d'une vision commune, portée par le président Kagame et le général d'armée Mamadi Doumbouya. La souveraineté ne se limite pas à la défense des frontières. Il s'agit d'assumer la responsabilité de notre sécurité, aussi bien en tant qu'État que de manière collective en tant que continent. Et faire fi de ce devoir permet à d'autres de se substituer à nous, ce qui entraîne une perte de crédibilité et de contrôle. Pour le président du conseil consultatif de cette nouvelle plateforme, Moussa Faki Mahamat, jamais l'ambition des instruments de l'Afrique, son architecture, paix et sécurité notamment, n'a été remise en cause et que ce qui a souvent fait défaut, c'est une volonté politique constante, capable de traduire cette ambition en un moyen concret et en action durable. La réalité est sans détour. La sécurité de l'Afrique ne saurait reposer sur des solutions importées. Solutions africaines aux problèmes africains, avons-nous l'habitude de dire et répéter. Elle doit s'ancrer dans nos propres diagnostics, refléter nos priorités et reposer sur notre capacité à intervenir de manière opportune et à l'échelle nécessaire.
Le lien entre la gouvernance et la sécurité est aussi martelé par le président Paul Kagame qui pense que sans ces deux éléments, il ne peut y avoir ni confiance ni progrès. Plus de 600 délégués venus de 70 pays prennent part à cette conférence inaugurale sur la sécurité en Afrique. On fonce en République du Congo pour parler diplomatie, présentation des copies figurées, ce qui confirme l'accréditation de l'ambassadeur guinéen auprès de ce pays ami, occasion mise à profit pour échanger avec des autorités officielles, entre autres sujets, la relance de la coopération bilatérale. Makamé Onzo. Une cérémonie solennelle qui marque l'entrée en fonction de l'ambassadeur de la République de Guinée près la République du Congo. L'ambassadeur Sékou Camara est reçu par le ministre congolais des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger pour la remise des copies figurées de ses lettres de créance. Par ce geste, il pourra commencer de façon officielle des consultations avec les autorités congolaises en attendant la présentation de ces documents d'accréditation au chef de l'État. Ce qui tombe bien, car le diplomate guinéen a une grande tâche, notamment la relance de la coopération bilatérale entre les deux pays. Au cours de l'audience, le ministre m'a souhaité la bienvenue et a exprimé ses vœux de plein succès pour la réussite de ma mission et a réaffirmé la disponibilité du gouvernement congolais à m'accompagner dans l'accomplissement de ma mission. En retour, je l'ai remercier pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé à moi et ma délégation depuis mon arrivée ici à Brazzaville et je lui ai transmis les salutations fraternelles de son homologue, Dr Maurice Kouyaté. Environ 2 millions de Guinéens vivent en République du Congo. L'ambassadeur Sékou Camara les a rencontrés en marge de sa présentation des copies figurées. L'État guinéen accorde la plus grande attention à sa diaspora. Raison pour laquelle l'État a mis à notre disposition un guide d'enrôlement pour la confection des passeports biométriques pour les Guinéens de la diaspora, pour les permettre d'avoir leurs documents de voyage sur place sans avoir besoin de se déplacer. Son Excellence Sékou Camara est attendu ici au Congo dans les prochains jours pour d'autres cérémonies au plus haut niveau. Sur tout autre plan, agriculture, Dabola et Dinguiraye retiennent les attentions. 150 tonnes de semences améliorées de riz et d'arachide et un parc à bétail sont mis à disposition. Une assistance du projet de développement agricole du bassin arachidier de Dabola. Principaux enjeux, augmenter les rendements et lutter contre les conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs. Fori Camara, spécialiste maison. Au compte de la campagne agricole 2025, le programme d'accompagnement des producteurs se poursuit. Là-dessus, le projet de développement agricole du bassin arachidier de Dabola s'active pour améliorer la productivité. 50 tonnes d'arachide et 100 tonnes de riz seront distribuées à plus de 1000 producteurs, conformément aux recommandations des États généraux de l'agriculture et de l'élevage organisés l'année dernière. Il est donc important, à tous les niveaux, que tous les projets et programmes s'alignent sur ces recommandations des États généraux pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés, c'est-à-dire atteindre la vision du chef de l'État qui est de réaliser notre autosuffisance alimentaire et nutritionnelle en République de Guinée dans les 5 années à venir. De Dabola, direction Dinguiraye, pour la remise officielle du parc à bétail du secteur de Boté, dans la commune rurale de Selouma. En tout, à Dabola, Farana, Kouroussa et Dinguiraye, 11 parcs à bétail sont réalisés par ce projet de plus de 7 millions d'euros, un fleuron de la coopération franco-guinéenne. Grâce à la collaboration entre l'État guinéen et l'Agence française de développement AFD, aujourd'hui nous avons pu concrétiser ce projet qui
offrira aux éleveurs un cadre de sécurité adapté à leurs activités. La réalisation de ce parc collectif à bétail n'est pas la première action du projet de développement agricole du bassin arachidier de Dabla, Pédabad, dans notre village. Il faut citer la formation des maîtres bouviers, la formation des producteurs sémenciers et la distribution des semences améliorées à haut rendement arachide et riz. Ici à Dinguiraï, dans le district de Walla Walla, ce parc de 5000 m² vient renforcer le dispositif de lutte contre les maladies animales, notamment celles transmissibles à l'homme. Garder 2000 têtes la nuit, c'est un parc de nuit au fait. Ça permet de mieux gérer le cheptel de la localité parce que quand il s'agit d'une vaccination, c'est plus facile de contrôler les animaux ici. Il y a un parc de vaccination, les vacciner contre toutes les maladies génétiques et autres. Pour faciliter le respect du calendrier agricole et réduire le vol du bétail et les conflits entre agriculteurs et éleveurs, 2 hectares de parcelles fourragères seront aussi réalisés pour l'alimentation de proximité des bœufs. Afria, retour sur la tornade dévastatrice, fini les dégâts, mais la solidarité s'installe en première ligne. La directrice de la pension militaire native de Fria, elle chapeaute la délégation gouvernementale afin de consoler les sinistrés. Abdelkader Kamara de la presse militaire. La ville de Fria, cité d'Alumine, porte encore les stigmates du violent passage de la tornade survenue le dimanche 11 mai 2025. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés dans la ville. Face à cette situation d'urgence, une forte délégation gouvernementale a rapidement convergé vers la localité. À sa tête, la générale de brigade Fatoumata Yari Silla, directrice générale des pensions militaires et anciens combattants, composée de ministres, de membres du Conseil national de transition CNT et de hauts cadres de l'administration originaire de la contrée. Cette délégation témoigne de la solidarité nationale envers les populations sinistrées de Sombouri touchées par ce drame. C'est avec une vive émotion, un profond respect et un sentiment d'espérance renouvelée que la population de Fria et moi-même nous accueillons aujourd'hui, enfants de cette terre, éminente personnalité de notre République, venue au nom du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour témoigner la solidarité nationale à nos populations sinistrées. Dès son arrivée, la délégation a tenu à rencontrer le patriarche de Fria, figure d'autorité et gardien des traditions locales. Cette rencontre a été l'occasion de transmettre les messages de profonde compassion du chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. La promptitude du gouvernement, à travers l'Agence nationale de gestion des catastrophes humanitaires, ANGUSH, déployée dès les premières heures de cette crise, sous la coordination des autorités préfectorales, a été saluée par les habitants de Fria. Depuis que ce drame est survenu, les chefs secteurs, chefs des quartiers et cadres de la préfecture, tous les jours passent nous voir afin de nous consoler. Au nom des sinistrés de Fria, nous remercions les autorités pour tous leurs efforts. Nous sommes ici pour apporter notre soutien, tant psychologique que matériel. Vous avez une enveloppe financière accordée aux différents sinistrés au nom du CNRD, au nom du président de la République. Afin de constater l'étendue des dégâts et d'évaluer les besoins sur le terrain, la délégation a effectué une série de visites auprès des ménages, des établissements d'enseignement public et bureaux de l'administration qui ont été durement impactés. Parmi les sites visités figurent le célèbre collège Zogib Branche Tito et le lycée Amical Cabral, des institutions où de nombreux cadres de la région ont forgé leur parcours. Ces visites ont permis à la délégation de mesurer l'ampleur des défis à relever pour la reconstruction et le retour à la normale à Fria. Par ailleurs, grand concours jeunes entrepreneurs tenu de la 5e édition à Conakry, l'événement se propose de lutter contre le chômage et la migration irrégulière. Cette année, les projets sont présentés, les porteurs restent à l'attente pour l'accompagnement non seulement de l'État, mais aussi des partenaires. Bakary Bamba Kondé.
En Guinée, l'innovation et la créativité intéressent de plus en plus la jeunesse. Dans cet esprit vient de se tenir la 5e édition du grand concours Jeunes entrepreneurs de Guinée. Cet événement phare qui met en lumière les talents émergents et des idées novatrices a rassemblé des jeunes entrepreneurs venus des 8 régions administratives du pays, prêts à présenter leurs projets devant un jury d'experts et d'investisseurs. C'est un projet que nous avons commencé depuis 2018. Chaque année, nous lançons le concours sur toute l'étendue du territoire national à l'endroit des jeunes qui sont âgés entre 18 et 35 ans, qui sont dans le secteur agricole, dans le numérique, dans l'élevage, l'entrepreneuriat social et les énergies renouvelables. Autour du thème « Le numérique au cœur du développement agricole », les candidats ont défendu leurs idées et leurs visions. J'ai présenté mon projet qui est basé sur la culture du riz à Kankan. Ce projet me tient vraiment à cœur parce que c'est une idée qui m'a poussé à créer ce projet. Derrière cette idée, la réalisation m'a poussé à aller au-delà. L'initiative est placée sous la tutelle du ministère en charge de la jeunesse. Notre pays s'est engagé depuis 2007 à travers sa jeunesse de créer le FONIGE, qui est le Fonds national d'insertion des jeunes. Nous avons donc décidé, pour que cela ne change pas selon les ministres, de signer un accord entre ce fonds et évidemment Vision Large pour rendre institutionnel cet événement. Je salue l'esprit qui anime les organisations de Vision Large, celui de l'action, de la solidarité et de la transformation. Vous portez l'espoir d'une Guinée qui se relève, qui se réinvente et qui avance. Cette 5e édition du grand concours Jeunes entrepreneurs de Guinée a été une véritable célébration de la créativité et du courage des jeunes. Les lauréats repartent avec des prix et des opportunités dans l'espoir qu'ils contribueront à façonner le paysage économique guinéen. À l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, une vingtaine d'enseignants à l'école de l'utilisation des logiciels statistiques, une contribution à l'amélioration du système éducatif guinéen. C'est un appui de l'Agence française de développement. Marwan Kamara. L'orientation et le renforcement des aptitudes du personnel enseignant constituent des passages obligés pour la qualification du système éducatif. Un impératif pour les enseignants tout au long de leur carrière professionnelle. Pour mettre en œuvre cette approche éducative en Guinée, l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana lance la formation des formateurs au sein de l'Institut. Qui parle des publications scientifiques, qui parle des rédactions scientifiques, parle obligatoirement des collectes de données, parle des traitements des données et parle d'analyse des données. Et aujourd'hui, à l'enseignement supérieur, la deuxième mission, c'est la recherche. Aujourd'hui, nous remercions très infiniment l'AFD parce que c'est nos partenaires de financement et à travers aussi de notre ministère et plus particulièrement le BSD qui nous appuie nuit et jour pour la réussite ici de ces différents projets pour appuyer nos différentes institutions en matière de renforcement des capacités et des compétences de nos enseignants-chercheurs. Pendant 9 jours, ces enseignants-chercheurs seront outillés à l'utilisation des logiciels statistiques. Cette approche vient accompagner ces formateurs en leur apportant des appuis académiques. Mes sentiments sont les sentiments de joie de voir mes enseignants bénéficier d'un renforcement de capacité au niveau des logiciels aussi importants qui leur permettent d'avancer dans leurs projets de recherche. Et aujourd'hui, qui parle des logiciels comme Cobocolot, ce sont des logiciels également qui permettent aux enseignants de réaliser leurs projets de recherche. Ces séances de formation à l'intention des enseignants-chercheurs sont soutenues par l'Agence française de développement AFD à travers le gouvernement guinéen. Épidémiologie de terrain. Le programme s'invite en Nzérékoré. L'heure est à la graduation de la 11e cohorte. Au total, 30 agents de santé, dont 10 femmes sont certifiées. Après 3 mois de session, c'est la commune urbaine précisément qui abrite la cérémonie. Mohamed Salou Paye, correspondance. Au terme de 3 mois de formation en épidémiologie de terrain, 30 agents de santé des districts sanitaires de la région forestière ont bénéficié d'une remise à niveau en détection, prévention et contrôle des épidémies, ainsi qu'en gestion précoce des urgences sanitaires et en réponse aux problèmes prioritaires de santé publique. Cette formation
est une formation d'importance capitale, je dis bien, parce que ça nous permet vraiment de gérer les problèmes de surveillance épidémiologique. Quand je parle de la surveillance épidémiologique, c'est la détection des cas à temps qui peut nous permettre vraiment de circonscrire d'éventuelles épidémies qui peuvent survenir. Vous retrouverez dans vos préfectures, vos services, vos communautés, avec une mission noble, protéger la santé de nos populations à travers la détection précoce, la réponse rapide et la prévention efficace des menaces sanitaires. Cette cérémonie de graduation de la 11e cohorte a été marquée par la présence du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSS, des autorités administratives et sanitaires locales, ainsi que des partenaires techniques et financiers ayant accompagné le programme. AFNET est très fier de cette croissance du programme en Guinée. Et nous sommes encore plus fiers de la contribution du programme FTP au développement des ressources humaines de santé publique de la Guinée. Nous attendons de ces gradués comme de tous les gradués qui sont aujourd'hui à près de 500, tous niveaux confondus, leur contribution pour rendre notre système de surveillance beaucoup plus performant. Si on ne peut pas empêcher la survenue des épidémies, quand même nous pouvons les détecter précocement et répondre rapidement. L'objectif visé de ce programme, former un personnel qualifié en santé publique et en épidémiologie appliquée, capable d'apporter une assistance technique aux autorités sanitaires à travers des services épidémiologiques de qualité. Merci pour l'estime sans cesse renouvelée. Merci également à l'ensemble de la rédaction et aux équipes techniques. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Constante fidélité à toutes et à tous.